Alors pour cette troisième table ronde, et merci à vous toutes et tous d'être toujours avec nous. Je vais faire une petite introduction puisque Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes, est souffrante et donc elle m'a partagé ces quelques chiffres que je vous relate. Près d'un médecin sur 3, 29%, dit avoir déjà été victime de violences sexistes et sexuelles en France, avec un écart très marqué entre les femmes et les hommes. 54% des femmes médecins déclarent avoir subi une violence sexuelle le plus souvent durant leurs études, 48%. Mais aussi dans le cadre professionnel, 25%, et ce ratio tombe à 5% chez les hommes. Les faits déclarés sont d'abord des faits d'outrage, qu'on peut aussi qualifier d'agissement sexiste dans le cadre du travail, suivis de harcèlement sexuel, 18%, d'agression sexuelle, 9%, et de viol, 2%. Toutes ces violences sexistes et sexuelles créent une ambiance, un environnement. Toutes les blagues sexistes ne tuent pas, pour paraphraser le livre qu'Anne-Cécile a écrit, mais toutes les blagues sexistes créent un environnement qui tolère, qui rabaisse, qui tolère ce climat, qui rabaisse les femmes et qui crée cette culture du viol. C'est ce qu'on appelle finalement, dès qu'on parle des violences sexistes et sexuelles, le continuum. Pensez qu'à l'hôpital comme ailleurs, mais particulièrement à l'hôpital parce que ici on connaît bien le milieu hospitalier, considérez qu'une petite boutade, un humour grivois serait par nature finalement l'ambiance de l'hôpital, c'est admettre, c'est considérer que ces petites blagues, comme on les appelle, ces agissements sexistes, ce sexisme dit ordinaire, est sans conséquence sur des actes beaucoup plus graves. Or, c'est faux, ça a été démontré scientifiquement, méthodiquement, depuis des années, depuis des décennies. Lorsqu'on commence par tolérer la plus petite, je mets des gros guillemets, des infractions, on laisse s'installer des violences beaucoup, beaucoup plus graves. Et c'est ça le continuum, et c'est pour ça que ce sujet est extrêmement important et qu'il faut y être extrêmement vigilante et vigilant. Alors pour cette deuxième table ronde, je vous prie d'accueillir Jeanne Vieillard, Wissam El Hadj, Coraline Ingray, sous vos applaudissements, et pardonnez-moi, Anne Chevrier. Bonjour et rebonjour. Prenez place. Je regarde l'heure, hein. Cette fois on ne pourra pas m'écouter. On va rester un peu dans cette réalité des violences sexistes et sexuelles à l'hôpital pour commencer. Jeanne Vieillard, donc vous êtes vice-présidente de l'Association nationale des étudiantes et étudiants en médecine en France. Je rappelle que vous êtes aussi vous-même étudiante aujourd'hui. Finalement, la prévention, l'information, elle se fait dès les années de l'internat et même avant. Dans cette association, qu'est-ce qui revient le plus comme témoignage? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en matière de VSS? Alors, on va beaucoup utiliser cet acronyme, hein, violence sexiste et sexuelle. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être ici pour pouvoir parler un peu à travers du coup tous les étudiants et les étudiantes en médecine donc, que je représente à travers l'ANEMF. Déjà, pour répondre à cette question, j'aimerais donner quelques chiffres du coup, qui viennent d'une enquête qui a été réalisée du coup, cette année et qui est sortie il y a 2 semaines. Donc, on parle de l'enquête santé mentale qui a traité de plusieurs volets qui pouvaient porter atteinte en fait, à la santé mentale des étudiants et notamment les violences sexistes et sexuelles. Et lors en fait, de la récupération des réponses, donc il y avait à peu près 8000 répondants et répondantes. Et lors de cette, du coup, quand on a découvert en fait les chiffres, on s'est rendu compte que il y avait donc 26% d'internes, 19% d'externes et 8% d'étudiants en préclinique qui avaient subi donc des outrages sexistes et sexuels et 92 viols, tentatives de viol et attouchements sexuels qui avaient été donc rapportés par les étudiants et 423 donc agressions sexuelles aussi rapportées.
Donc c'est important. Donc, je trouvais que c'était important d'introduire cette réponse par ces chiffres-là. Et donc on se rend compte effectivement que les outrages sexistes et sexuels reviennent énormément durant les études des étudiants en médecine. Et je pense que ce qui m'a le plus marqué dans les témoignages en fait qu'on a pu recevoir, c'est de se rendre compte que beaucoup d'étudiants se réorientent en termes de choix de spécialité en arrivant à l'internat, parce qu'ils imaginent finalement que certaines spécialités sont plus sujettes en fait à avoir des VSS qui sont commises, et du coup pour éviter de subir en fait ces VSS là, ils préfèrent choisir d'autres spécialités pour éviter d'avoir un jour à avoir en fait leur santé mentale dégradée à cause de ça. Voilà. Merci à vous. Wissam El Hadj, vous êtes psychiatre et chef de service au CHU de Tours. Merci d'être avec nous. Et donc, l'un des 3 mousquetaires, on n'a pas oublié. Vous nous direz quel petit nom on vous donne au sein de ce trio. J'aimerais vous faire intervenir justement sur cette jeunesse, parce qu'en préparant cette table ronde, vous m'avez dit quelque chose qui m'a marqué. Je suis étonné par la mobilisation finalement assez faible des jeunes sur cette question des VSS. Est-ce que ce n'est pas à contre-courant de ce qu'on entend partout aujourd'hui, c'est-à-dire, ça y est, les jeunes vont nous sauver, ils sont mobilisés, ils sont à fond sur cette question? Oui, on a tendance peut-être à se rassurer trop vite en disant les jeunes, ils vont changer, c'est un autre regard. Moi, je ne suis pas tout à fait rassuré. Au contraire, je pense qu'il faut se mobiliser fortement pour les plus jeunes. Quand je regarde dans mon université, dans ma faculté, dans mon hôpital, ne serait-ce que sur le mois de septembre, dans la 2e année de médecine, il y a déjà 7 plaintes pour violences sexuelles sur une seule promotion. Quand je vois leur approche, la banalisation de ce que c'est le sexisme, quand on voit finalement une certaine promotion d'une masculinité toxique qui revient en force à travers les réseaux. Donc je ne suis pas tout à fait rassuré, et je pense que ça rejoint un peu les propos que vient d'avancer Jeanne. Et vous verrez dans quelques jours maintenant la commission stéréotype du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, auquel j'ai la chance d'être commissaire, conseiller on dit, va rendre son nouveau rapport, et vous verrez effectivement que sur cette question des jeunes, il y a des choses qui sont très étonnantes, et notamment une distinction très forte entre les genres, c'est-à-dire qu'on voit que chez les jeunes femmes, il y a une progression, une conscientisation et une envie d'en découdre beaucoup, beaucoup plus forte que leurs aînés. Et chez les jeunes hommes, il y a une sorte de backlash qui est en train de se produire, qui est extrêmement inquiétant, qui vient, comme vous l'avez dit, professeur, à l'instant, beaucoup des réseaux sociaux, beaucoup de ces courants masculinistes qui viennent nous Atlantique. Voilà, j'ouvre cette parenthèse-là aussi parce qu'on avait prévu d'en parler avec Anne-Cécile. Et donc, je me permets, c'est pour ça, d'en dire quelques mots. C'est très, très important d'être vigilant sur ce point. Non, il n'y a pas qu'une différence générationnelle sur les VSS, il y a toujours une différence de genre, en tout cas en ce qui concerne la jeune génération. Je suis perdu dans mes notes, mais tout va bien. On peut rebondir. Coraline Ingray, vous êtes psychiatre au CHRU de Nancy, évidemment, vice-présidente de Donner des ailes. Vous avez sorti beaucoup d'études récemment avec Donner des ailes. Est-ce qu'on peut dire que les comportements discriminatoires sont banalisés à l'hôpital ? Oui, les comportements discriminatoires sont banalisés et le sexisme est banalisé à l'hôpital de manière hyper importante. Et c'est vrai que cette notion de continuum, elle devrait être très éclairante à l'hôpital pendant toujours, le fameux esprit carabin de se dire les médecins sont face à l'horreur, au stress, à la mort et à des corps nus. Donc l'humour grivois est un exutoire qui doit être renforcé, qui fait partie de la tradition. C'était aussi ce que disait très bien Laetitia Buffet sur les fraises, sur un certain nombre de choses auxquelles il ne faudrait pas trop qu'on touche. Et vraiment, il y a une banalisation. Là, pour en revenir aussi sur ce sujet des jeunes, j'ai eu la semaine dernière à traiter quelque chose que je n'aurais pas eu imaginé au sein de ma faculté, de jeunes étudiants en 2e et 3e année de médecine qui, au cours des entretiens pour
accueillir des nouveaux membres de leur association, posent des questions sur leurs orientations sexuelles, leur nombre de partenaires et invitent, avec le choix de le faire ou pas, de mimer des positions sexuelles. On est quand même encore dans un univers extrêmement banalisé autour de cela. Oui, mais c'est l'hôpital et c'est la tradition et les aînés l'ont fait, avec presque une recherche un petit peu d'identification à un modèle qui est encore véhiculé. Donc, comme si, pardonnez-moi, mais comme si finalement cette identification était supérieure à la loi. C'est ça qui est extrêmement intéressant à l'hôpital, c'est qu'on a la loi qui est la même pour tout le monde, mais on va considérer que dans certains milieux, la culture, le cinéma par exemple, ou l'hôpital, l'esprit de corps est au-dessus de la loi. En fait. Oui, ce qui est complètement dingue, et quand vous vous rappelez, et on a souvent l'occasion avec Donner des ailes de le faire, même à différentes instances où on a été invité, oui, non mais ça c'est de l'humour, bah non, ça c'est du harcèlement sexuel. Et on reprend la définition du harcèlement sexuel, et donc vraiment... Il y a l'information, mais on voit que le changement des mentalités est long. Et en tout cas, cette banalisation fait l'objet de ce continuum, fait aussi l'objet du sentiment d'illégitimité chez les femmes, de ce sentiment du syndrome de la tiare qui est assez impressionnant. Si on ne me considère que pour la manière dont je suis habillée, mes orientations sexuelles ou autres, comment puis-je aller vers des postes à responsabilité ? Très clair, merci à vous. On va continuer avec vous, Coraline. Pourriez-vous nous rappeler cette fois, on va vraiment passer à l'action et aux solutions concrètes parce que le constat, je ne voulais pas qu'on s'épanche trop dessus parce qu'en fait, le constat, on le connaît. Ça fait longtemps qu'on le connaît et ça a été dit ici. Parlons des actions. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les actions principales, justement, préconisées, les recommandations de votre association Donner des ailes sur ce sujet spécifique des VSS? Alors très clairement, sur le sujet spécifique au VSS, Donner des ailes se positionne sur la question des sanctions. On entend beaucoup, et évidemment c'est une bonne chose, qu'il faut libérer la parole. Mais libérer la parole sans qu'il y ait de sanctions effectives derrière, ça ne marche pas, et c'est nos victimes qui viennent effectivement porter la triple peine. Elles ont vécu, c'est compliqué d'en parler, et derrière elles ne sont pas reconnues, et c'est très compliqué. Pour reprendre les propos de la DGA, Madame Buffet, elle mettait en évidence quand même un système à 2 vitesses entre les paramèdes et les MED et les HU qui est problématique. Donc nous, on demande une véritable indépendance des sanctions judiciaires, ordinales, administratives, universitaires. Et on le sait, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, malgré que ce soit inscrit dans la loi. La deuxième chose qu'on demande, c'est la création d'un baromètre, vous savez, de sanctions maximum que vous encourez en cas d'outrage, d'harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol au sein de l'hôpital. On l'a pour la justice, on sait ce que l'on encourt dans le droit pénal pour un viol, et la justice, c'est la justice. Qu'est-ce que j'encours par l'ordre? Qu'est-ce que j'encours par le CNG? Qu'est-ce que j'encours par la JDHU? On ne le sait pas aujourd'hui. Il n'y a pas ce pouvoir dissuasif qui existe par cette absence de sanction. Et donc, quand on a une victime qui a le courage de parler et qu'il n'y a pas de sanction, c'est la triple peine pour la victime et c'est surtout la perpétuation de cette omerta. La grande difficulté, et c'est bien dit, c'est la question des enquêtes. Il y a eu un glissement puisque chaque corps doit avoir son propre pouvoir disciplinaire ordinal. Il faut qu'ils aient des enquêtes. Et effectivement, plein de gens ne sont pas des inspecteurs de police et c'est compliqué de faire une enquête avec un procès verbal récupéré. C'est très long, ça demande beaucoup de moyens et ça amène parfois des enquêtes où, on le sait, c'est très difficile d'obtenir des preuves. Anne-Cécile Maillefer le dit très bien, 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite. C'est le cas dans la justice. Donc avoir des dossiers solides, c'est compliqué pour la justice, c'est compliqué pour un ordre, c'est compliqué pour un CNG ou une JDHU. Pour autant, il faut vraiment encourager un maximum les choses et donner des moyens pour faire ces enquêtes. C'est très clair, merci. Alors, vous venez de mentionner la question de la sanction, et on en a parlé aussi lors de la première table ronde. Sans sanction effective, on continue de croire que finalement c'est possible, comme si de rien n'était. Mais on peut aussi parler des actions en amont. C'est important. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Jeanne, vous aussi, vous le faites. Au sein de votre association, vous avez formulé 38 propositions au ministère de la Santé, je crois. D'ailleurs, toutes ont été unanimement acceptées, dont le dispositif personne de confiance. Alors voilà une belle action à mener. Notez-la ici si vous souhaitez la répliquer. Qu'est-ce que c'est, cette personne de confiance ?
Alors du coup, le dispositif qu'on appelle le dispositif Trusted People, il a été mis en place en 2017 du coup par l'ANEMF. C'est un dispositif qui propose en fait aux étudiants en médecine qui sont volontaires d'être formés sur comment en fait déjà avoir toute cette connaissance sur les VSS, comment les reconnaître, avoir vraiment toutes les bases, donc notamment la notion de consentement qui est très importante et qui est primordiale du coup dans cette thématique, et qui en fait pendant toute une journée en fait on va former les étudiants qui sont volontaires, donc on se déplace dans toute la France pour en fait former les étudiants qui souhaitent avoir plus de connaissances sur la thématique et par la suite pouvoir apporter une écoute active aux étudiants qui en auraient besoin, notamment pendant les événements médecine, que ce soit les événements festifs ou sportifs, ou tout événement qui serait organisé au sein de la faculté, et qui permet aussi aux étudiants de connaître en fait leurs droits, c'est-à-dire qu'est-ce qui va pouvoir être, quelles procédures vont pouvoir être mises en place en fait suite à une situation de VSS par un étudiant sur un ou une autre étudiante. Et donc l'objectif en fait de ce dispositif, c'est de rendre tous les événements en fait qu'on organiserait beaucoup plus sécuritaires, et permettre aux étudiants d'avoir envie d'assister et d'aller à des événements qui pourraient paraître beaucoup plus sécuritaires pour eux. Et on s'est rendu compte en fait avec cette mise en place de ce dispositif que ça marchait. Ça permettait en fait déjà d'arrêter des comportements qui pouvaient être problématiques. On peut les repérer parce que du coup on est formé à ça. Et suite à ça, les étudiants lors des événements peuvent aussi nous reconnaître. Car on peut être présent en fait à ces événements-là grâce à des signes distinctifs. Donc ça peut être des gilets, des ailes de fée, peu importe en fonction de ce qui nous plaira. Mais ça permet aussi de sensibiliser sur la thématique et savoir qu'en fait, on est tous solidaires, tous ensemble, et qu'on est capable de s'entraider, même juste simplement en tant qu'étudiant. Et on le rappelle, parce que là, il s'agit de grandes soirées en dehors, évidemment, du cadre de la faculté. Mais pour les responsables d'établissement qui nous écoutent, parce que parfois la frontière, effectivement, est compliquée. Lorsqu'on fait, par exemple, une fête de départ, je ne sais pas moi, d'un médecin, et qu'il y a de l'alcool, etc., s'il y a des dérives, et croyez-moi, c'est souvent dans ces cas-là qu'il y a des dérives, la responsabilité, elle continue de peser sur le responsable de l'établissement, quel qu'il soit, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, c'est pas parce que c'est un moment festif, genre pot de Noël, départ, pot de retraite, etc., que la responsabilité juridique du responsable de l'établissement n'est pas la même, c'est exactement la même. Donc, c'est quand même bon à savoir. Et deuxième action, Jeanne, vous avez décidé aussi, ça c'est très important, de mener des actions de prévention dès les amphis. C'est-à-dire que les étudiants, maintenant, ils ont du savoir, en tout cas sur les VSS, dans les amphis, au même titre que la biochimie moléculaire. Enfin, je dis ça au pif, je ne sais même pas ce que c'est. Mais voilà. Ça existe ou pas? Ok. Oui, effectivement, ça fait quelques temps maintenant qu'à chaque rentrée universitaire, donc on le sait, du coup, il y a eu la première année d'études de santé où tous les étudiants se sont acharnés pour pouvoir rentrer dans les études de santé qu'ils souhaitaient. Et du coup, pour les étudiants qui arrivent donc en deuxième année de médecine, les associations locales mettent en place des amphis de prévention et de sensibilisation sur les événements festifs organisés par les associations au sein des facultés, qui permet vraiment en fait aux deuxième années qui savent pas forcément dans quelles études ils mettent les pieds, où ils ont l'impression qu'ils vont forcément s'amuser, les chiffres le montrent que du coup il y a des dérives dans ce genre d'événements, et du coup c'est de notre rôle en tant qu'associatif qui essayons de prendre soin de nos étudiants, de faire donc des amphis de prévention pour vraiment donc sensibiliser sur la thématique des VSS, le consentement, vraiment permettre aux étudiants de prendre conscience et d'avoir vraiment les pleines connaissances de qu'est-ce que c'est qu'une VSS, les définitions, etc. Mais aussi des risques de la consommation excessive d'alcool ou de la consommation de drogue, et qu'ils soient pleinement conscients que c'est pas en entrant dans les études de médecine qu'ils vont être obligés de faire comme les supérieurs, les étudiants qui sont déjà là depuis plusieurs années. Voilà globalement l'objectif de cet amphi. Coraline, oui.
Oui, et je voulais juste ajouter que les facultés, en fait, ont pris aussi ces sujets-là. Et donc, moi, typiquement, sur Nancy, on co-anime avec les associations en termes de professeurs d'université ces enseignements-là. On a eu même des QCM sur le consentement en première année de médecine. J'étais assez contente, effectivement, de pouvoir impliquer. Et vraiment, l'association faculté et association amène un impact auprès des étudiants hyper important. Et maintenant, voilà, on a en première année, en deuxième année, en quatrième, en sixième année, des sensibilisations auprès de nos jeunes générations. Et oui, les VSS, comme le reste, ça s'apprend. Anne Chevrier, vous avez piloté la certification des établissements de santé pendant ces 6 dernières années à la HAS. Un nouveau référentiel va sortir en janvier. Alors là, ouvrez grand vos oreilles parce que c'est tout à fait inédit. Parce que ce nouveau référentiel va intégrer des exigences spécifiques au VSS. Elles vont être applicables dès le mois de septembre 2025. Et là, nous qui aimons le concret, c'est vraiment une petite révolution. Expliquez-nous pourquoi. Alors oui, la certification des établissements de santé, c'est pour la qualité des soins des patients, bien évidemment, mais on a fait une assez grande révolution il y a quelques années, il y a 5 ans de cela, où on a voulu avoir une approche beaucoup plus terrain avec des critères qui parlent aux professionnels. Et le retour est plutôt bon. Et pour aller sur la qualité des soins, forcément, on passe par la case qualité de vie des professionnels. Et en abordant ça, effectivement, c'est vu décliner cette problématique de VSS qui doit être absolument pris en charge. Alors, il y aura effectivement à partir du mois de janvier, puisque ce référentiel va être diffusé au mois de janvier, un élément d'évaluation qui sera posé à l'ensemble des personnes qui font de l'encadrement, que ce soit des administratifs, des soignants, des médecins, sur est-ce qu'ils sont formés à la fois à la prévention et à gérer, parce que ce sont deux choses différentes, sur les problématiques de discrimination et de VSS. Donc, on sait que le référentiel, en France, parce que ça a des impacts, bien évidemment, c'est publié, les rapports sont publiés, ça a des impacts également financiers. C'est important et que l'appropriation est bonne. Et donc, par rapport à ces éléments, de rentrer un élément sur ce sujet-là, on sait que ça fait levier. Et on voit bien sur plein de sujets de l'avoir rentré dans ce référentiel, puisque les établissements s'en emparent et régulièrement, effectivement, leur objectif, c'est d'être certifié avec mention. Donc, ils déroulent ces différents éléments-là. Ils savent que maintenant, c'est pas simplement une procédure, mais on va interroger les professionnels de terrain directement. Donc, on va vérifier si effectivement c'est fait ou pas. Et donc, par rapport à ça, on espère bien, en introduisant cet élément-là, comme sur les autres qu'on a introduits ces derniers temps, que ça va faire levier. On va y aller pas à pas, mais par ces éléments, on pourra éventuellement envisager des évolutions. Mais on a toujours choisi, on connaît l'impact que ça a, et on a toujours choisi une pédagogie à gradient et positive. C'est-à-dire que l'objectif, c'est aussi, certes, de cibler ceux qui ne font pas bien, mais aussi de cibler ceux qui font bien. Bien sûr. Name and shame contre name and celebrating, comme on dit. Est-ce qu'un établissement de santé pourrait vraiment perdre sa certification s'il ne respecte pas ces critères, justement, sur les VSS? Est-ce que c'est possible? Alors, Soyons, c'est une approche générale qui est prise par la commission de certification. Alors déjà, il y a différents éléments. On a toujours la possibilité, si effectivement quelque chose qui relève de l'article 41 ou ce genre de choses relève, on peut le désigner en cours de visite déjà. Donc ça, c'est déjà un premier impact. Deuxièmement, c'est un ensemble de faisceaux, parce que est-ce que ce sera le seul? Et ce serait quand même peu crédible, parce qu'en règle générale, on a quand même beaucoup de critères maintenant sur la qualité, sur la cohérence des équipes, etc., que ce soit le seul, parce qu'en général, ça s'approche et ça s'apparente aussi à une conception de gestion managériale qui est globale. Donc ça peut être un élément complémentaire et qui va agréger cet ensemble-là. Ça m'étonnerait que ce soit que ces éléments-là. En général, c'est une philosophie managériale assez globale qui est considérée. Donc, mais ça va
prendre en compte, et la commission de certification, puisque là je remplace Catherine Jeanne, qui est présidente de la commission de certification, c'est effectivement tous les éléments qui sont pris en considération. Donc ce n'est pas encore un critère impératif, mais ça pourrait le devenir, si je résume. Dans les évolutions, tout est effectivement possible, mais je rappelle, on a un souci, et pour le moment, c'est quelque chose qui a marché. C'est notre objectif principal, c'est pas de faire un référentiel avec que des critères impératifs. Parce que le bâton, ça peut marcher, mais côté certification et qualité, ça n'a pas rendu beaucoup de choses fructuantes. Par contre, d'arriver au fur et à mesure à l'inscrire et à valoriser ceux qui font bien et à désigner dans le rapport les écarts, parce que ces rapports sont quand même publics, donc ça va interroger les patients, mais ça va interroger aussi les professionnels, et on sait qu'en ce moment on a des problèmes de recrutement, et donc c'est vrai que ça a un impact. D'accord. D'un mot, Corinne, vous voulez dire quelque chose? Une chose qui est importante quand vous dites de lisibiliser les écarts, etc. Nous, on croit aussi, et c'était une des mesures portées par Donner des ailes et qui, nous l'espérons, va être prise, c'est la publication des sanctions par les hôpitaux, par le CNG, par la JDHU, par l'Ordre des médecins. On croit beaucoup qu'à la publication et au suivi des plaintes et des sanctions par un organisme, on va avoir aussi un pouvoir de dissuasion, en évidemment anonymisant les situations, mais il est très important de pouvoir afficher. Et pour l'instant, on était encore dans une difficulté d'oser afficher le nombre de plaintes, le nombre de poursuites et les sanctions effectives qui ont été prises. Et on espère avoir réussi à pousser cette mesure. Alors, le dispositif de certification permet aussi, sur cet élément, on pourra rendre des observations nationales, parce qu'on a la chance de toucher tous les établissements, qu'ils soient publics ou privés, donc c'est à peu près 2800 établissements, hein. Et donc, en fonction, quand tous les établissements seront passés, de rendre effectivement les résultats observés, et ça pourra interroger en fonction des résultats. Encore une fois, ce seront les encadrants qui seront interrogés, donc on aura une masse d'informations assez importante, et cet observatoire va compléter tous les observatoires qui peuvent être réalisés. Allez, j'avais promis qu'on gagnera un peu de temps. On termine avec vous, Wissam Elhaj. Vous menez beaucoup de choses, vous faites beaucoup d'actions à Tours, et j'aimerais qu'on revienne sur quelques faits notables, toujours pour inspirer peut-être des gens ici. D'abord la formation, on en a parlé sur les VSS, en écho à ce que nous disait Jeanne Vieillard à l'instant. C'est effectif chez vous dès la faculté de médecine, c'est bien ça? Alors, il y a des actions de signalement. La formation, il y a des choses au niveau de la sensibilisation à l'accueil des étudiants dès la deuxième année. Il y a l'accueil des internes où il y a une systématisation, une sorte de formation au VSS. Et puis après, il y a des unités d'enseignement libre où les étudiants peuvent choisir. Mais la nouveauté, la généralisation depuis 2021, c'est la création de cellules d'écoute, que ce soit à l'université ou à l'hôpital, avec un mail où la personne va dénoncer telle ou telle situation, avec une procédure, une analyse, une écoute et des réponses. Et puis, en complément, dans les services santé des étudiants, il y a aussi des référents spécifiques pour la sensibilisation sur le consentement, et qui se déploient dans les différentes facultés et qui font également de la sensibilisation, de la formation. Alors, Philippe disait tout à l'heure qu'il fallait des obsessions. Donc moi, j'en ai une, vous allez commencer à comprendre laquelle. J'aimerais aussi qu'on vous entende, comme Philippe tout à l'heure, Wissam, sur la place des hommes dans ce combat, pas seulement sur l'égalité professionnelle, aussi sur les violences sexistes et sexuelles. Puisque, on le rappelle, plus de 85-90%, ça dépend des infractions, des VSS sont commises par des hommes de manière écrasante à l'égard de femmes, mais aussi à l'égard d'hommes. Comment convaincre d'autres hommes d'agir sur ce sujet, et notamment vos collègues directs? La place des hommes est essentielle puisque le problème vient des hommes, donc il faut que les hommes contribuent à la solution. Donc, on pourrait résumer traiter le mal par les mâles aussi, pour traiter. Bien vu, merci. Aussi lutter contre ces masculinités néfastes, toxiques, qui vont finalement entacher
la réputation de tous les hommes. Mais je dirais d'aller plus loin que juste le sexe homme-femme, d'élargir la question sur tous les genres, parce qu'il y a des discriminations encore plus fortes sur les autres genres. Donc promouvoir finalement une masculinité plus normale, plus consciente, un peu sortir du modèle patriarcal, sortir tout simplement de ce modèle-là, le déconstruire et dénoncer finalement, si on est témoin en tant qu'homme, aussi dénoncer, accompagner, former et d'être acteur du changement. Parce que si les femmes dénoncent, on va dire « Ah bah c'est une histoire de femmes, c'est entre elles ». Mais si c'est un homme qui dénonce avec, bah ça devient un problème collectif qui concerne toute la société. Et c'est là le problème aujourd'hui. Donc oui, ça concerne, je dirais même plus les hommes que les femmes, puisqu'on est en grande partie à l'origine du problème. Merci à vous quatre et bonne continuation à toi, Anne-Cécile.